Préparez-vous à plonger dans une histoire d'amour, de vengeance et de rédemption qui fera battre votre cœur plus fort et bouleversera votre âme. Une femme marquée par le passé, un magnate blessé dans son orgueil et un amour qui naît là où tout semblait réduit en cendres. Ici, le romantisme est viscéral, la narration est poétique et chaque histoire vous captive jusqu'au dernier souffle. Alors laissez votre like, ça nous aide énormément à continuer à créer des récits qui donnent des frissons. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Maintenant, respirez profondément et venez ressentir la dame de la vengeance. Paris se réveillait sous une brume légère qui caressait les toits des bâtiments centenaires, comme si les anciens dieux murmuraient encore leurs secrets aux pierres. Léonie Bourgeois, immobile devant la grande fenêtre, ressemblait à une statue oubliée, sculptée dans le marbre, mais rongée de l'intérieur. Sur la table en bois vieilli, l'invitation reposait comme une malédiction dorée. L'écriture calligraphiée sur un papier épais semblait se moquer de sa douleur. Marion Darieux et Jean Deneuve ont le plaisir de vous inviter. Plaisir. Le mot avait un goût amer sur ses lèvres, comme si l'invitation n'était pas à un mariage, mais à ses propres funérailles. Marion. Même son nom lui tordait l'estomac, comme s'il avait avalé du verre pilé. Elle ne s'était pas simplement séparée de lui, elle l'avait anéanti, pas comme on brise un vase par accident, mais comme on broie quelque chose qu'on ne veut plus jamais réparer, comme si elle n'avait jamais promis de lui appartenir, comme si, des heures avant le mariage, elle ne s'était pas donnée à lui, corps et âme, pendant que l'élite parisienne murmurait comme des hyènes autour d'une proie. Léonie ferma les yeux. Il se souvenait de son parfum, de son corps nu contre le sien, de la façon dont elle frémissait quand elle murmurait son nom. Et maintenant, elle allait épouser un héritier sans saveur. Et pourtant, elle l'invitait, comme s'il n'était qu'un nom de plus dans son ancien carnet mondain. Il se versa une dose généreuse d'amarone, le vin sombre tombant dans le cristal comme du sang noble. Il le but lentement, laissant l'amertume s'étendre sur sa langue. Il y avait quelque chose de cruel dans le fait d'aimer quelqu'un qui n'hésite pas à vous jeter, quelque chose de masochiste dans le besoin de prouver qu'on est encore désirable, quelque chose de désespérément humain. Léonie passa une main sur sa mâchoire, sa barbe de 3 jours trahissant des nuits sans sommeil. Ses traits étaient défigés, tendus, le passé était revenu, sans frapper, sans pitié. Quelques heures plus tard, revêtue d'un calme glacial, la ville battait sous le soleil pâle d'avril. Léonie sortait d'une boutique de costumes italiens, ajustant les poignets de sa chemise blanche fraîchement essayée, quand son téléphone vibra. Une notification s'afficha, implacable. Mariage de Marion et Jean, dans 3 jours. Il n'avait pas d'accompagnatrice, et il n'irait pas seul. Il ne supporterait pas le regard de Marion, ce regard rempli de fausse compassion, ce regard comme j'ai tourné la page peint sur son visage, comme un maquillage de guerre. Elle adorait gagner. Il devait être sa défaite silencieuse. Perdue dans ses pensées, Léonie descendait le trottoir, les yeux fixés sur son téléphone. Et puis, l'impact. « Pardon ?» lança-t-il rapidement. Il avait heurté une femme mince, emmitouflée dans un manteau violet bien trop grand pour elle. Les fleurs qu'elle portait, des roses rouges et des jasmins jaunis, s'éparpillèrent sur les pavés. Des chocolats, enveloppés dans des papiers lilas et carmin, tombèrent à ses pieds comme de petites promesses sucrées rejetées par le destin. Léonie s'agenouilla pour l'aider, et quand ses yeux croisèrent les siens, d'un bleu profond, il oublia, l'espace d'un instant, comment respirer. Il y avait quelque chose dans ce regard. Ce n'était pas seulement une couleur, un bleu de séduction. C'était une force contenue, indomptable, impossible à ignorer. Elle ne s'excusa pas, elle ne sourit pas, elle le fixa simplement, avec l'air de quelqu'un qui lit un homme entier d'un seul regard. Et malgré son allure désordonnée, un parfum subtil d'ambre et de terre mouillée émanait de sa peau. Elle avait une beauté singulière, imparfaite, et justement pour cela, envoûtante. « Désolé », murmura-t-il de nouveau, un peu désemparé. Il ramassa 2 fleurs, les lui tendit. « Cela doit être à vous. Oui, c'est mon gagne-pain. Et tout ce que j'ai, parce que je me suis battu pour ça. Mais merci quand même.
dit-elle avec une ironie douce sur ses lèvres fendillées. Il sortit un billet de la poche de sa veste et acheta un bouquet entier. Il ne savait pas pourquoi. Il voulait juste la faire sourire. Mais elle ne sourit pas. Elle le remercia simplement. Et il s'en alla. En tournant au coin de la rue, il aperçut une vieille dame peinant à porter ses sacs. Il lui tendit les fleurs sans réfléchir. La beauté de ces fleurs ne devait pas mourir entre ses mains. Il voulait juste oublier le regard de cette femme. Mais il n'y parvint pas. Le soir suivant, au bar d'un hôtel branché, son ami Edgar, publicitaire, cynique, toujours pragmatique, lança la proposition entre 2 gorgées de whisky. « Si tu veux faire sensation au mariage de la sorcière, viens avec une femme qui en impose, une fille de la nuit, une de celles que Marion ne pourrait même pas regarder dans les yeux. Tu vas la faire bouillir de rage. » Une prostituée? Léonie fronça les sourcils. « Le terme exact est actrice sociale, mon cher. Et ce que tu veux, ce n'est pas l'amour, c'est un spectacle. » Il rit, mais quelque chose vibra en lui. Un écho, l'image de la fleuriste, ce regard indomptable. Ce n'était pas du spectacle, c'était la vérité. Le lendemain matin, il parcourut tout Paris, les yeux affamés, comme s'il cherchait un nom oublié. Il arpenta les avenues, les places, les marchés. Rien, jusqu'à ce que, repassant pour la seconde fois par le même endroit, il la retrouva, place de la Concorde. Le son des violons se mêlait au brouhaha des touristes. Les fontaines jaillissaient comme des promesses. Et elle, assise sur une caisse en bois, arrangeait des fleurs avec une précision presque sensuelle. Son visage était serein et ses cheveux, auparavant attachés en un chignon improvisé, retombaient désormais librement sur ses épaules fines. Le vent jouait avec ses mèches, comme si même lui voulait la toucher. Léonie s'approcha, le cœur battant à tout rompre, non par peur, mais à cause de quelque chose de plus profond, une reconnaissance. « J'ai besoin de toi, dit-il, avant même de réfléchir. » Elle le regarda, surprise, puis plissa les yeux comme 2 lames aiguisées. « Tu ne connais même pas mon prénom. Ce n'est pas important. Le mien, c'est Léonie Bourgeois, et je veux que tu m'accompagnes à un mariage. » Ce nom fit naître un sourire en coin sur ses lèvres. « Tu es saoul, drogué ou simplement fou ?» demanda-t-elle. Il hésita, gêné, passant une main dans ses cheveux. « Je vois clair maintenant. Ce mariage, c'est celui de ton ex ?» ajouta-t-elle avec un demi-sourire. « Oui, » répondit-il sans la moindre hésitation. « Et tu veux provoquer un scandale, lui montrer que tu l'as oublié ?» Sa voix avait un timbre lent, presque envoûtant, comme si chaque mot était une goutte de vin versée sur la peau. « Je veux qu'elle voie ce qu'elle a perdu, » avoua-t-il sans détour. « Et puis-je savoir qui est cette fiancée qui a eu le malheur de te perdre ?» demanda-t-elle en se levant, une main posée sur la hanche. « Marion Darieux, héritière d'un empire hôtelier européen. Peut-être que tu ne connais pas. » Quelque chose changea dans son regard. Elle s'approcha d'un pas. Le parfum mêlé des fleurs et d'une douce sueur sucrée flottait entre eux. Ses yeux, désormais si proches, semblaient contenir des tempêtes dans un bleu orage. « Alors regarde-moi bien, monsieur Léonie Bourgeois. » Il la fixa. « Juste un avertissement. Fais attention à ne pas le regretter ou à tomber amoureux. » Puis elle prit un unique jasmin blanc, le fixa sur son manteau et s'éloigna. Léonie resta là, la poitrine en feu, et le monde tournant plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. « Est-ce que cela veut dire que tu acceptes ?» lança-t-il un peu plus fort en la suivant à grands pas. « Et si je dis oui, qu'attends-tu de moi ?» demanda-t-elle alors qu'il la rejoignait. « Rien, juste que tu fasses semblant d'être une femme éperdument amoureuse. Et si tu veux la rendre jalouse, je ne t'en empêcherai pas, » dit-il en souriant. « Ah, une vengeance déguisée en galanterie. Vous êtes encore plus pourri que vous n'en avez l'air, monsieur le riche. Et vous, plus dangereuse que vous n'en avez l'air. » Il ne répondit pas. Mais quelque chose en lui, quelque chose d'enfoui sous des couches de contrôle et de pouvoir, venait de se réveiller. Ce soir-là, Léonie rentra chez lui avec un sourire dangereux aux lèvres, rempli d'attente. Pendant ce temps, Emmanuel marchait vers sa pension, ses chaussures usées, mais ses pas assurés. Dans sa poche, une carte portant l'adresse du penthouse de Léonie. Elle la faisait tourner entre ses doigts, comme une dague. « Tu as fait le mauvais choix, bourgeois », murmura-t-elle pour elle-même. « Mais ce sera magnifique de te voir t'effondrer. » Et dans le ciel, les étoiles semblaient rire, complices, silencieuses, d'un destin qui commençait à se tisser, telle une araignée construisant sa toile,
aussi belle que mortelle. La ville s'éveillait encore sous un ciel limpide quand Emmanuel frappa doucement à la porte vitrée de la Porsche Stuttgart de Léonie, juste au moment où il sortait de son immeuble luxueux. Cheveux coiffés, parfum raffiné, son costume anthracite complétait l'élégance d'un homme sûr de son pouvoir. Elle, en revanche, était exactement comme dans ses souvenirs. Mais à la lumière du matin, sa décadence semblait presque sacrée, comme une statue oubliée dans un jardin romain, avec une lueur que le temps n'avait pas pu ternir. Elle portait le même manteau trop grand, mais en dessous une posture droite, fière, qui défiait la ville et ses jugements. Léonie ouvrit la portière. Elle monta. Le silence entre eux avait la tension d'un éclair prêt à frapper. « Je m'appelle Emmanuel », dit-elle soudainement, le regard tourné vers la rue. « Enchanté, Emmanuel. »« Tu es prête ?» demanda-t-il, alors que la voiture serpentait dans les rues de la ville. Elle gardait les yeux rivés à la fenêtre, observant les façades des immeubles. « Non, mais toi non plus. Et pourtant, je vais l'être. » Le salon de haute couture se trouvait dans une ruelle, protégé par un portail en fer forgé. Une enseigne discrète en lettres dorées disait simplement « Atelier Belladonna ». Nom approprié, pensa Léonie, d'une beauté mortelle. En entrant, l'air semblait parfumé à la fois au champagne et au jugement. Des stylistes circulaient comme des prêtresses modernes parmi des mannequins nus, découpant des étoffes comme si elles interprétaient des oracles. Et puis, le silence. Tous les regards se tournèrent vers Emmanuel. Elle ne sourit pas, elle ne baissa pas les yeux. Elle croisa les bras et les fixa avec la dignité de celle que le monde a déjà broyée, mais qui a appris à ne plus saigner en public. « C'est elle, la fille dont tu parlais ?» demanda l'une des stylistes, la scrutant de la tête aux pieds. « Léonie, mon chéri, nous avons tellement d'options. Nous pouvons te montrer, » proposa une autre, avec un regard critique et un sourire parfaitement répété, glissant sur ses lèvres comme un masque qui se fend. « Oui, c'est elle, » répondit-il avec un regard félin. « Et non, je ne veux pas de second choix. Je veux le meilleur, et vous allez faire l'impossible pour elle. » Même si elles chuchotaient entre elles, elles obéirent à la lettre aux ordres de Léonie. Emmanuel se tenait sur un piédestal de miroir, vêtu seulement d'une fine dentelle noire qui drapait son corps comme une fumée sensuelle. Elle ressemblait à une peinture née d'un délire renaissant. Léonie l'observait en silence, assis avec une coupe de prosecco à la main, le cœur battant comme un tambour cérémoniel. Son corps, autrefois dissimulé sous des haillons, révélait à présent des courbes précises et des cicatrices légères, comme les inscriptions d'une histoire oubliée. Sa peau dorée par le soleil, ses cheveux libres tombant en vagues comme du vin renversé, et ses yeux, ses yeux, sauvages, plus dangereux que jamais. Et à la fin, même les stylistes n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'Emmanuel sortit de la cabine, des heures plus tard, maquillé, apprêté, vêtu d'une des tenues qui lui appartenaient désormais. Elle le regarda dans le miroir. « Tu es satisfait de ton achat ? Je ne t'ai pas acheté. Heureusement, je suis bien trop cher pour être acheté. » Léonie sourit, sentant une chaleur lui monter à la gorge. Ce n'était pas de la colère, c'était autre chose. Un désir primitif mêlé à quelque chose de plus rare, de l'admiration. Elle ne le flattait pas, ne se pliait pas, et pourtant, elle était le pouvoir pur. « Tu sais te tenir à un mariage de l'élite française ? Je sais faire semblant de ne pas me soucier de ceux qui font semblant d'être meilleurs que moi. C'est suffisant, c'est parfait. » Le lendemain, ils arrivèrent à 16h10. L'endroit était couvert de roses blanches. Les colonnes ornées créaient un décor digne d'un couronnement plutôt que d'un mariage. La crème de la ville défilait en robes scintillantes, costumes sur mesure et parfums étrangers. Sourires figés, baisers dans le vide, et coupes levées comme des épées invisibles. Quand Emmanuel entra aux côtés de Léonie, elle marchait comme une déesse, ou peut-être comme une reine en exil venue reprendre son trône. Elle portait une robe longue, couleur champagne, cintrée à la taille, au dos nu, faite d'un tissu qui semblait couler comme du sang royal. Ses cheveux relevés en un chignon élégant, quelques mèches encadrant son visage, et une unique orchidée blanche ornant sa coiffure. Le silence tombait à leur passage. « Qui est-elle » chuchota une mondaine. « Une star de la télévision? Une héritière étrangère ?» Les suppositions allaient bon train. Marion Darieux, dans sa robe blanche étincelante comme des lames, se figea en les apercevant.
Le sourire qu'elle offrit à Léonie était mécanique, mais ses yeux transpercèrent Emmanuel comme des poignards. « Quelle surprise de te voir ici, Léonie. Tu regrettes de m'avoir invité, ou tu pensais que je n'aurais pas osé venir ?» répondit-il en levant sa coupe. Marion regarda alors Emmanuel, l'évaluant, comme si elle tentait de déchiffrer une peinture qui la mettait mal à l'aise. « Magnifique mariage, » dit-elle, comme si elle commentait la météo. « Vous êtes » tenta Marion, troublée, perdue dans ses certitudes qui s'effondraient. « Personne que vous devez retenir. Pas encore. Mais je vous promets que vous n'oublierez pas. » La tension entre elles était un voile fin, prêt à se déchirer. Léonie observait la scène avec une expression neutre, mais en lui, le cœur battait comme un vieux tambour de guerre. Il comprenait, quelque chose lui échappait. Emmanuel n'était pas un simple rôle dans son théâtre, elle était la pièce maîtresse, et tous commençaient à graviter autour d'elle. Emmanuel s'éloigna, laissant dans son sillage un parfum doux et acidulé, une menace voilée. Quelques minutes plus tard, sur la piste de danse, il la tenait par la taille. Sa chaleur traversait le tissu de la robe. « Tu es en train de me tuer. Tu le sais? Pas encore de la façon dont je voudrais, » murmura-t-elle. « Mais je peux commencer maintenant. » Et elle bougea avec lui comme un serpent de velours. Le contact, le frôlement de leurs hanches, leurs regards, tout en elle criait danger et désir. Une fois la musique terminée, ils marchèrent vers une table, quand un homme arrêta Léonie pour parler affaires. Emmanuel demanda poliment à s'éclipser, reprenant sa marche. Elle avait besoin d'un point stratégique pour observer Marion. Un peu plus tard, dans le jardin latéral, pendant que les invités se perdaient dans des futilités, Léonie plaqua doucement Emmanuel contre une ancienne colonne. Le marbre glacé contrastait avec la chaleur de son corps. Ils étaient seuls, bien qu'entourés de regards. « Qui es-tu, Emmanuel ?» demanda-t-il, la voix rauque de désir et d'incertitude. Elle fit glisser ses doigts le long de son col, puis remonta lentement jusqu'à sa nuque, ses lèvres frôlant presque les siennes. « Je suis le poison que tu as demandé, » souffla-t-elle, « et l'antidote que tu n'attendais pas. » Alors elle l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux, c'était un incendie contenu qui éclatait à vif, bouche contre bouche, fin contre fin. Il la plaqua contre la colonne, sentant son corps vibrer contre le sien, l'assoit entre eux comme une provocation. Ses mains glissèrent sur sa taille, ses hanches, trouvant la chaleur déjà concentrée là. Mais elle se déroba avant qu'il ne se consume. Son regard, intense, dilaté. Avant la fin, alors que les invités commençaient à se disperser, Marion, visiblement troublée, s'approcha d'une amie et murmura, les yeux écarquillés, « Je la connais, j'en suis sûr. » Mais d'où? Au fond du jardin, assise à une table à l'écart, Emmanuel l'observait avec un sourire aux lèvres. Un sourire qui n'était ni de triomphe, ni de joie. C'était le sourire de celle qui s'apprête à rouvrir une vieille blessure et à y verser du sel. Léonie, à ses côtés, discutait avec Edgar, ignorant ce qui se tramait. Lorsque les invités commencèrent à partir, Léonie fit une proposition qui le surprit lui-même. Une coupe de champagne à la main, mais le regard plus clair qu'elle ne l'avait jamais vu chez lui. Il y avait de l'admiration, oui, mais encore plus de désir. « On s'en va? Et où emmènerais-tu ton actrice de scandale? Là où le silence est plus vrai que tous les applaudissements. Chez moi, sur la colline. » La route vers la maison de Léonie serpentait à travers la campagne. La Porsche Stuttgart noire fendait l'asphalte avec élégance, mais à l'intérieur, l'air était dense, électrique. Emmanuel regardait le paysage par la fenêtre, ses yeux perdus dans des souvenirs qu'elle ne confessait même pas à elle-même. Léonie ne tenta pas de parler. Il savait, certaines blessures saignent en silence. Lorsqu'ils arrivèrent, le soleil embrassait déjà l'horizon de ses lèvres d'or. La maison était ancienne, aux murs de pierre couverts de lierre, aux fenêtres en arc et aux parfums de temps révolus. Là, entre oliviers et vignes, le monde semblait respirer plus lentement. Emmanuel entra comme on entre dans un souvenir qui ne nous appartient pas. Elle retira ses chaussures à l'entrée et marcha pieds nus sur le sol froid, comme si elle devait sentir la terre sous ses pas pour croire que tout cela était réel. « C'est trop beau ici, pour y enfermer de la tristesse », murmura-t-elle. Léonie l'observait depuis un coin du salon, en train d'ouvrir une bouteille de Chianti vieillie. Parfois, trop de beauté peut aussi faire mal. Elle le fixa, lui tendant un verre rempli. Comme l'amour, comme le passé.
Emmanuel se tenait debout sur la terrasse, le vent jouant avec ses cheveux défaits, le verre de Chianti entre les doigts. La lumière du crépuscule caressait sa peau comme un amant invisible, mais son regard était ailleurs. Léonie l'observait en silence. Il voulait dire quelque chose, mais il y avait dans sa posture une injonction muette. « Attends, n'envahis pas. » Elle revient à elle. Elle parla alors, les yeux fixés sur l'horizon. « Mon père est mort à petit feu. Pas de maladie, mais de déception. » Léonie ne répondit pas. Il laissa venir les mots, sentant le poids de chacun comme des pierres posées entre eux. « Antoine sans cœur, ce nom ne te dit rien ?» Il déglutit difficilement. Bien sûr qu'il connaissait. Un de ces noms effacés des pages financières de la France. Un scandale étouffé. Une chute sans bruit, comme tant d'autres provoquées par Clovis Darieux. Il était associé au père de Marion. Il a construit la moitié des hôtels qui portent aujourd'hui le nom Darieux. Mais on l'a écarté parce qu'il a refusé de signer un contrat douteux. On l'a accusé de fraude. Il a tout perdu. La maison, l'honneur, l'envie de vivre. Elle se tourna enfin vers lui, les yeux brillants mais déterminés. J'avais 14 ans quand j'ai vu ma mère vendre ses alliances. 16 quand j'ai commencé à livrer des fleurs aux portes de ces mêmes femmes qui se moquaient d'elle. 18 quand j'ai juré qu'un jour, je leur rendrais tout ça. Léonie s'approcha un peu plus. Son parfum mêlait fleurs, terre mouillée et colère ancienne. Alors ce mariage, commença-t-il, était la scène. La fortune que Marion étale aujourd'hui, la moitié vient de ma famille, arrachée sans jamais se soucier de ceux qu'elle brisait. Aujourd'hui, elle fait exactement ce que son père lui a appris. Des affaires sales, toujours en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre. Léonie sentit le monde vaciller. La révélation était un choc. Mais au-delà de la surprise, il y avait quelque chose de plus fort, la compréhension. « Tu t'es servi de moi, Emmanuel sans cœur ?» Elle hésita. La douleur sur son visage était réelle. Puis elle dit « Je vais me venger de cette famille, avec ou sans toi. J'ai juste saisi l'opportunité que la vie m'a donnée pour me rapprocher de mon objectif. Mais toi aussi, tu t'es servi de moi, non ?» Il hocha la tête. Le silence entre eux était fait de miroirs. Ils se voyaient, nus, entiers. Je n'étais qu'une adolescente quand on a tout perdu. La maison, les amis, le nom. Mon père est mort sans avoir pu laver son honneur. Ma mère est morte en essayant de le sauver. Et moi, eh bien, j'ai survécu. Elle sourit, mais c'était un sourire sec, comme une plaie qui n'a jamais tout à fait cicatrisé. « Pourquoi me raconter tout ça maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que je suis fatigué de faire semblant. Parce que quand tu m'as regardé ce soir, à table, j'ai senti que, si je continuais à mentir, quelque chose en moi allait mourir à nouveau. » Léonie s'approcha, jusqu'à ce que leurs corps soient presque l'un contre l'autre. « Je ne veux pas que tu meures, ni encore, ni jamais. » Et alors il la toucha, lentement, comme on touche quelque chose de sacré. Le baiser fut lent, mais affamé. Leurs lèvres se retrouvèrent comme de vieux amants d'une autre vie. La coupe de vin tomba au sol, et le bruit du verre brisé fut le signal. Le signal qu'il n'y aurait plus de retour. Léonie l'attira contre lui par la taille, ses doigts s'enfonçant dans son corps comme s'ils pouvaient transpercer le temps. Emmanuel le poussa contre le mur de pierre, son corps entier plaqué au sien, et ses yeux, ses yeux, étaient en flammes. Il la souleva dans ses bras, ils franchirent la porte de la terrasse comme deux tempêtes en collision. Le salon semblait respirer avec eux, le canapé fut leur premier hôtel. Elle le chevaucha comme une bête sauvage. Chaque mouvement d'elle était un poème dans une langue interdite. Les vêtements tombèrent comme des péchés pardonnés. Leurs corps se retrouvèrent parmi des draps de lin et des coussins en désordre. Il la parcourait de sa bouche comme on déchiffre une carte oubliée. Elle répondait par des gémissements bas, contenus, jusqu'à ce que ses mains trouvent les endroits secrets et que le baiser éclate en un cri. Ses cicatrices, visibles et invisibles, étaient là, ouvertes, à vif, et il les embrassa toutes, à chaque mouvement, à chaque soupir, à chaque goutte de sueur. Quelque chose se transformait. Ce n'était pas seulement de la chair, c'était de l'histoire. C'était un héritage. C'était la douleur se muant en plaisir, la culpabilité en pardon, la solitude en appartenance. Quand enfin elle arqua le dos et prononça son nom entre ses dents et ses soupirs, Léonie sentit qu'en lui aussi, quelque chose se rendait.
Et lorsqu'ils atteignirent ensemble ce moment, ce fut un séisme, un effondrement silencieux, où tout s'écroula pour laisser place à ce qui devait être. Plus tard, ils étaient dans la chambre. La lune avait déjà traversé le ciel et les étoiles semblaient plus proches. Emmanuel dormait, le visage posé contre sa poitrine. Léonie caressait ses cheveux en silence. Il la regardait comme on contemple un secret sacré. Puis, doucement, il se leva du lit. À la table de travail, il prit un morceau de papier et écrivit « Tu m'as montré la vérité. Je ne fuis pas. Je suis avec toi. » Il plia le billet, le déposa sur la table de chevet et partit, laissant le rideau entr'ouvert pour que la lumière du matin la touche avant toute douleur. Quand Emmanuel se réveilla, l'air sentait encore le vin, la sueur et le pardon. Mais il n'était plus là. Elle se redressa lentement, les draps glissant de son corps nu comme des voiles anciens. Elle lut le mot. Ses mains tremblaient. Elle sourit. Et pour la première fois depuis des années, elle crut que, peut-être, elle était vivante. Elle se leva, s'enroula dans le drap, regarda par la fenêtre et vit Léonie, en train de parler avec un ouvrier. Simple, vrai, présent. L'amour, pensa-t-elle, était une fleur née parmi les décombres. Et contre toute attente, elle avait fleuri là. L'hiver arriva sur la ville comme une ancienne amante, silencieuse, belle et tranchante. Des mois s'étaient écoulés depuis ce week-end. La ville semblait respirer plus lentement sous les cieux gris. Les fontaines murmuraient des lamentations gelées et les pins se courbaient sous la brume comme s'ils portaient trop de secrets. Emmanuel ne vendait plus de fleurs. Elle marchait désormais entre des murs de marbre et des tapisseries, vêtue de robes qui connaissaient son nom et chaussée de talons qui rythmaient la cadence de sa nouvelle vie. Mais au fond d'elle, une question demeurait, battant comme une blessure mal refermée, et après la vengeance, que restera-t-il? Léonie, de son côté, s'était lancée corps et âme dans sa propre quête. Il mobilisa son réseau, ses investissements, ses connexions avec des avocats et des journalistes de confiance. Il fouilla les anciens contrats, les archives fantômes, les transactions camouflées sous des sociétés écrans. Ce qu'il découvrit, un empire pourri de l'intérieur. Les Darieux avaient bâti leur fortune sur des sables mouvants, blanchiment d'argent, fraude, évasion fiscale. Tout y était. Il suffisait de chercher avec soin. Il remit tout à Emmanuel. Après avoir longuement réfléchi, elle décida qu'elle irait jusqu'au bout. Pour elle, pour ses parents. La scène fut choisie avec une précision froide et chirurgicale. Un gala de bienfaisance pour la préservation du patrimoine historique français. Le gratin de l'élite parisienne y serait banquier, politicien, artiste, diplomate. Et Marion Darieux, marraine de la soirée, au bras de son père et de son mari. « C'est le moment », dit Léonie en tendant une pochette en cuir sombre à Emmanuel. Avec ça, le nom sans cœur respire à nouveau. Elle saisit la pochette avec des mains tremblantes. Les documents brûlaient entre ses doigts, comme des braises anciennes qu'elle avait nourries pendant des années. Chaque page, un souvenir enterré. Chaque signature, une cicatrice. « Tu es prête ?» demanda-t-il, les yeux plongés dans les siens. Elle ne répondit pas. Elle acquiesça d'un léger mouvement de tête, mais à l'intérieur, son cœur battait comme celui d'une jeune fille, sur le point de voir un monde s'écrouler. Cette fois, pas le sien, mais celui de ceux qui le lui avaient volé. Les murs respiraient l'histoire, l'art, le sang noble. Emmanuel entra comme une déesse vengeresse dans un temple profané. Elle portait une robe noire en velours, moulante comme une sentence prononcée à voix basse, et son regard, aussi tranchant que la lame d'un scalpel. Léonie marchait à ses côtés, en costume sombre et cravate de soie grise. Il ne parlait pas, mais le contact subtil de sa main dans son dos disait « Tu n'es pas seul ». Marion se trouvait au centre de la salle, habillée de blanc perlé, telle une sainte profane, entourée de rires et de coupes de champagne. Lorsqu'elle aperçut le couple, son sourire vacilla, un battement de masque, avant de se reformer. « Tiens donc, Léonie et sa charmante accompagnatrice exotique », dit-elle, avec du poison et du parfum dans la voix. « Quelle surprise !» Emmanuel s'approcha lentement. Elle lui tendit une enveloppe avec le même soin que l'on verse un calice de poison. Considérez ceci comme une contribution à la cause. Marion ouvrit l'enveloppe avec dédain, mais dès que ses yeux parcoururent les premiers noms, les premiers montants, les premières adresses, le sang quitta son visage.
C'est ridicule, falsifié, inadmissible. Les invités se retournèrent. Des murmures commencèrent à s'élever. Léonie remit des copies aux journalistes présents. Emmanuelle, immobile, restait droite, tel un soldat veillant sur l'effondrement du château. Peu à peu, un bourdonnement semblable à un essaim d'abeilles se fit entendre. Fraude, évasion, corruption. Les mots résonnaient dans la salle comme des coups de tonnerre dans une cathédrale. Marion tentait de garder contenance, mais ses yeux écarquillés trahissaient sa panique. « C'est un complot !» cria-t-elle. « C'est elle. Cette femme est une vindicative, une ex-Richard frustrée. Elle veut tout détruire parce que sa famille était insignifiante. » Les caméras filmaient déjà, les bouches s'ouvraient, les masques tombaient, et Emmanuel parla enfin. « Je m'appelle Emmanuel Sans-Cœur, et mon père a été ruiné par cette famille. Aujourd'hui, toute la ville saura enfin qui vous êtes vraiment. » Marion chancela. Son corps semblait plus léger, comme si quelque chose s'était brisé en elle. Pas ses os, mais son orgueil. Clovis tenta de quitter discrètement l'événement, mais les journalistes l'encerclèrent. La coupe de vin glissa des mains de Marion et se brisa sur le sol de marbre, éclaboussant le blanc d'un rouge carmin, un symbole parfait. Sa chute commençait là. Un des journalistes ayant aidé Léonie dans l'enquête publia l'article sur le site du journal pour lequel il travaillait, et il fut aussitôt relayé par tous les autres médias. Les invités commencèrent à recevoir des notifications contenant des liens vers les articles, des documents, des relevés de virements, des numéros de comptes bancaires dans des paradis fiscaux, le tout ordonné chronologiquement. Emmanuel quitta les lieux, escorté par les gardes de sécurité de Léonie, déjà préparés à cette éventualité. Dans les jours suivants, les journaux étalèrent des titres en lettres écarlates. Mais ce ne fut pas seulement la corruption des Darieux qui fit la une. C'était Emmanuel qui apparaissait en couverture, étiquetée comme la femme mystérieuse qui avait fait tomber une dynastie. L'ex-héritière vengeresse attaque un empire rompu. La dame de la destruction. Beauté fatale ou opportuniste émotionnelle? La narration lui échappait comme du sable entre les doigts. Ce qui devait être la justice était devenu spectacle. Ce qui était vérité devenait un titre accrocheur. Et Léonie, elle ne savait pas ce qu'il pensait. Il avait disparu pendant 2 jours. Aucun appel, aucun mot. Effrayée par la force de l'exposition, Emmanuelle disparut. Elle prit le train jusqu'à un village de l'intérieur. Et là, dans le couvent où elle avait vécu cachée des années auparavant, elle retrouva le silence. Dans le cloître de pierre, entre prières murmurées et hortensias à l'ombre, elle se coucha sur le même matelas dur qui fut un jour son ancre. Elle pleura, pas de douleur, mais du vide laissé par la victoire. Et puis, le 3e jour, il arriva. Léonie, vêtue d'un jean et d'une chemise blanche. Il marcha jusqu'à elle, s'arrêtant sur le seuil comme une confession en retard. « Tu as disparu, dit-il. Je croyais que tu t'étais repenti, que tu me tenais aussi pour responsable. Je ne me suis pas repenti, et je ne te blâme pas, Emmanuel. Mais j'ai peur de te perdre. » Elle se redressa lentement. Elle était pâle, les yeux gonflés. Mais en elle, il y avait quelque chose de plus fort que la peur. Il y avait l'abandon. J'ai planifié cette vengeance pendant des années. Chaque pas, chaque silence. Tu n'étais qu'un coup du destin qui m'a rapproché de mon but. Je me suis plus servi de toi que tu ne t'es servi de moi. Tu devrais me haïr. Léonie s'approcha. Il toucha son visage avec la paume chaude, son pouce caressant la base de sa mâchoire. J'aime la personne que tu es. Et qui suis-je pour te juger? Peut-être que, si cela avait été ma famille, j'aurais fait bien pire. Personne ne peut te condamner, pas en sachant ce que tu as traversé seul. Il la serra dans ses bras, l'enlaçant comme on abrite quelque chose de trop précieux pour le lâcher. Et dans cet abri, il murmura sa vérité. « Je ne te hais pas, je ne le pourrai pas, parce que je suis amoureux de toi. Et tout ce que mon cœur désire, c'est toi près de moi. » Elle pleura contre sa poitrine, et il la tint ainsi, comme on serre l'amour, la vérité, la paix. Puis il l'invita à partir avec lui. L'amour n'effaçait pas le passé. Il ne réparait pas les crimes. Mais il était le seul antidote à la solitude. Et dans ce couvent oublié du temps, Emmanuel fut enfin touché, non comme la femme vengeresse que tous décrivaient, mais comme une âme nue qui n'avait enfin plus besoin de se cacher. Quelques mois plus tard, la ville se réveillait sous la lumière dorée qui ruisselait sur les toits de tuiles comme un vieux miel. Les cloches des églises sonnaient avec une lenteur paresseuse,
et le parfum des fleurs envahissait les ruelles comme un doux murmure, en particulier celui venant de la boutique Bourgeois en son cœur, un refuge parfumé au cœur de Paris. À l'intérieur, entre orchidées suspendues, lys blancs et roses rouges arrangés dans des vases en céramique, Emmanuel travaillait, les doigts tachés de terre et l'âme nettoyée de la guerre. Sa robe couleur émeraude épousait une silhouette légèrement arrondie, encore discrète, mais impossible à ignorer. Elle passait les doigts sur les tiges comme on caresse le temps, avec révérence et délicatesse. C'était là, dans ce petit temple de pétales, que la douleur du passé se dissolvait jour après jour en parfum. La société était à elle, par contrat, par choix. Léonie avait insisté pour tout financer, mais Emmanuel, inflexible comme une racine de chêne, exigea un accord, un partenariat juste, sans sauveur, sans dette émotionnelle. Et lui, par amour, signa. Léonie apparaissait chaque matin avec 2 cappuccinos à la main et un sourire en coin, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que cette femme, celle qui un jour était apparue parmi les jasmins et la poussière, vivait désormais là, à ses côtés, comme une constellation paisible. « Bien dormi ?» demanda-t-il ce matin-là en posant les cafés sur le comptoir. Plus ou moins. Le bébé a décidé de s'entraîner à la capoeira à 3 heures du matin. Il rit, s'approcha par derrière, entoura sa taille de ses bras et murmura contre la courbe de son cou. « Je t'avais prévenu qu'il tiendrait de sa mère. »« T'es-tu » dit-elle en souriant, se retournant pour le regarder. Sauvage, incontrôlable, inoubliable. Elle posa son front contre le sien. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Entre les feuilles, la terre et la vapeur de café, il n'y avait que 2. Un silence qui disait « Nous sommes vivants, et ensemble ». Cet après-midi-là, il l'emmena à la maison sur la colline. Sans prévenir, il dit simplement « Ferme la boutique plus tôt, je dois te montrer quelque chose ». Le trajet fut paisible. Les routes ondulaient sous le ciel printanier, et la lumière filtrée à travers les nuages dessinait des taches dorées sur les collines. Emmanuel dormit une partie du chemin, la main posée sur son ventre, la tête appuyée contre son épaule. À leur arrivée, tout était comme toujours, immuable, serein, comme un sanctuaire secret où le temps respirait plus lentement. « Pourquoi m'as-tu emmené ici ?» demanda-t-elle, montant avec lui l'escalier de pierre qui menait à la terrasse. « Parce que c'est ici que tout a commencé. » La terrasse était couverte de lanternes de verre, allumées malgré le ciel clair. Des pétales de jasmin recouvraient le sol comme une mémoire parfumée. Une table était dressée, discrète, avec 2 coupes et une bouteille de vin sans alcool. Et au loin, le champ, le même où, 1 an auparavant, elle s'était effondrée dans ses bras pour la première fois. Emmanuel s'arrêta. Son cœur battait comme des ailes d'oiseaux piégés. Léonie lui prit les mains, l'attira au centre de la terrasse. « J'ai répété ce moment des dizaines de fois, » dit-il, un sourire nerveux aux lèvres. « Mais maintenant, tout me semble dérisoire face à toi. » Elle déglutit difficilement. Ses yeux brûlaient. « Léonie, je... ne dis rien, » murmura-t-il, posant un doigt sur ses lèvres. « Laisse-moi parler. » Il s'agenouilla. Cette fois, non pas par douleur, mais par honneur. De sa poche, il sortit un petit écrin tapissé de velours vert mousse. À l'intérieur, une bague sertie d'une pierre d'ambre, comme ses yeux, enchâssés dans de l'or ancien. « Je t'aime, avec toutes tes cicatrices, avec toutes les guerres que tu as menées, avec tous les jours où tu as cru ne pas mériter l'amour. Je veux partager cette vie avec toi, et la prochaine, et toutes celles qui viendront après. » Elle pleurait en silence. Ses mains tremblaient. « Léonie, » murmura-t-elle, « tu me demandes parfois si ce sera suffisant, si tu y arriveras, si tu vas échouer. » Il prit son visage entre ses mains, avec force et tendresse. « La seule chose que tu dois être, c'est à moi. Le reste ne compte pas. » Elle laissa échapper un rire brisé par les larmes. Il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus de peur, seulement de l'amour. Oui, un seul mot, mais un monde entier en lui. Le baiser qui suivit ne fut pas précipité. Il était calme, dense, comme un vin vieux. Leurs lèvres se cherchaient, comme si elles savaient que, désormais, il n'y aurait plus de solitude. Le vent passait entre eux deux, apportant l'arôme du champ et de la nuit qui tombait, lentement. Plus tard, entre les draps blancs de la villa, Emmanuel s'allongea nu à ses côtés, son corps marqué par les courbes de la grossesse, ses seins pleins, ses yeux brillants.
Je n'aurais jamais cru que l'amour était comme ça. Comment ça? Calme, solide, sans artifice. Léonie caressa son ventre. Il sentit un léger coup de pied. Il a dit oui lui aussi, tu as vu? Elle rit, fermant les yeux. Tant mieux, parce que je n'ai pas l'intention de fuir à nouveau. Dehors, les étoiles s'allumaient une à une, comme des promesses ancestrales. Le passé avait été enterré, la vengeance, dissoute, la douleur, transformée en terre fertile. La vie, parfois, nous blesse là où l'on aime le plus. Mais c'est justement là, parmi les débris de ce que nous étions, que le véritable amour peut éclore. Peu importe l'obscurité de ton passé, il y a toujours une aube qui t'attend. Et quand on apprend à aimer non seulement l'autre, mais aussi nos propres cicatrices, tout change. Si cette histoire t'a touché, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres récits intenses et émouvants. Et maintenant, dis-moi en commentaire, crois-tu que l'amour peut naître au milieu de la vengeance? J'aimerais vraiment savoir ce que tu as ressenti en écoutant cette histoire. À très bientôt, prends soin de toi, reste en sécurité et à la prochaine histoire d'amour.